Et avec une année 2025 qui devrait être relativement importante hein, sur le plan, bon, on va dire à la fois géopolitique, financier, et on voit que ça aura pas mis longtemps, en tout cas du côté des crypto-monnaies, pour relancer un peu la machine. Alors là, on est avec le graphique du futur CME affiché, je trouve qu'il est plutôt clean. Des fois, on a des petits mouvements un peu chelous sur le spot qu'on n'a pas forcément sur ce chart qui, pour rappel, est fermé le week-end puisque ça s'arrête le vendredi et ça reprend le dimanche soir autour de 23h minuit, je crois, le futur CME dans ces eaux-là, en tout cas pour ceux qui sont sur l'heure de Paris. Et donc voilà, c'est un moment qui est aussi important, je pense, que historique, ce qu'on a vécu ces dernières semaines avec enfin le Bitcoin à 100 000 dollars. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez l'impression que on a déclenché le petit sursaut d'euphorie ou d'optimisme, ou est-ce qu'à contrario, une fois cet épisode des fameux 100 000 passés, eh bien, on est plutôt en redescente à nouveau d'intérêt du grand public. Perso, j'ai plutôt l'impression qu'on est en redescente qu'en ascension, et c'est notamment ce que disent les Google Trends au niveau de l'intérêt des particuliers. Mais peut-être que je ne suis pas les bons comptes sur Twitter pour continuer de me hyper. Donc on compte sur toi, Manu, pour nous vendre des petites pilules. Manu qui a frisé, au moins comme ça. Je sais pas, du coup, Samy, si tu veux rajouter un petit truc par rapport à ça, quel est ton sentiment là sur le début d'année par rapport au marché crypto? Ah, c'est vrai, je pensais qu'il allait parler Manu, mais ouais, Il a frise, ouais. il est en un 2 3 soleil. Mais écoute, on a l'impression qu'on fait comme d'habitude l'espèce de Santa Claus Rally là qui arrive de temps en temps, ça arrive pas à chaque année, mais souvent, ça arrive entre, le avant le jour de Noël et 2 3 semaines après la nouvelle année. Il y a une espèce de rallye de Noël et qui s'étend jusqu'à la fin janvier. Donc pour l'instant, on va dire que c'est respecté côté crypto, parce que là, on est remonté effectivement, on a dépassé les 100 K. Après, il faudra voir, dans combien? 15 jours, il y a Trump Ouais. qui va être, élu, enfin élu, qui va être en fonction. Donc faudra voir. Moi, pour moi, c'est à partir du 20, hein, que qu'on va véritablement savoir où on va, hein. Est-ce qu'il va honorer les promesses? Est-ce qu'il va mettre en place ce qu'il a promis assez rapidement ou pas? Mais là, oui, là, on est dans une configuration de rallye de Noël, étendue, mais qui est classique. Même, marché action, généralement, ça se passe comme ça, le mois de janvier c'est pas une grosse hausse, mais ça monte, quoi. Ouais, le SP500 aussi, il est pas mal orienté. Bon, après, ça commence un peu plus à faire le yo-yo là, mais pour l'instant, on n'a pas de véritables signaux baissiers, en tout cas, hein, pour le marché américain. Et pour nous, pour la crypto, peut-être justement, on se méfie un peu plus aux abords du 20. Après, je pense pas que ça soit non plus un bouton on-off, mais admettons que sur une quinzaine de jours, on se retrouve avec un Bitcoin à 120K, que ça pousse d'un seul coup très fort. Ça voudrait peut-être aussi le coup de faire un peu gaffe au moment de l'accession au pouvoir de Donald Trump. Pas que ça soit ça qui risque de fondamentalement changer les choses, mais au niveau du narratif de marché, je pense que ça pourrait être un bon moment pour s'alléger potentiellement, ou pour continuer sur le même DCA de sortie qu'on on a mis en place depuis un bon moment au final. Ouais, tout à fait, hein. Tout à fait. De toute façon, là, on est monté, depuis que le Trump a été élu, on a fait pas un tout droit, mais quasi. Et là, une fois qu'il va être élu, une fois qu'il sera en fonction, là, ça on sera beaucoup plus dans le réel. Et là, on aura besoin d'un nouveau narratif. Alors, est-ce que ça va être la fameuse réserve? Est-ce que ça va être, autre chose? Je ne sais pas, mais plus on tarde à monter, moins ça va arranger les choses, quoi. Parce qu'à à force d'avancer dans le temps, lui, il avait dit qu'il allait faire la réserve, et tous ces trucs-là sous 100 jours. Il y avait d'autres promesses, hein, mais bon, c'était plus anecdotique comme, libérer Ross Ulbricht et cetera, c'est lui le fondateur de Silk Road.
il y avait d'autres promesses comme ça, donc on verra bien, hein. Mais on va dire que les fameux 100 jours après l'investiture, ça sera là où le moment le plus important. Et de toute façon, ça colle bien avec le timing, hein, parce que beaucoup de gens, si on regarde par rapport au bull run précédent, souvent il y avait un essoufflement à partir de mars, avril. Donc Ouais. ça colle plutôt bien avec entre la fin janvier et mi-mars. Et toi qui surveilles à la base plus la bourse traditionnelle que les cryptos, t'en penses quoi justement de ce que j'ai push ce matin là dans l'émission YouTube? Quand on regarde le dollar, on a connu un dollar qui était baissier au niveau du DXY sous Donald Trump. On a eu un rallye d'anthologie sous Biden. Et là, on est de nouveau dans une configuration où on a l'impression qu'on veut s'extirper d'un range. Mais est-ce que derrière, ça risque pas de refaire la même chose? Enfin, est-ce que tu penses qu'on risque d'avoir exactement la même politique là pour Donald Trump par rapport à ce qu'il avait fait de 2017 à 2021 et notamment tout le côté ultra-protectionnisme et America First et tout ça. Enfin, je sais pas si toi, tu as un avis ou une vision là-dessus, mais ça peut être intéressant. En fait, si tu veux, il y a le DXY, il y a plusieurs composantes. Parce que déjà de base, c'est un index qui reflète la force du dollar comparativement à un panier de monnaie. Et dans le panier de monnaie, tu as l'euro qui représente à peu près 57%. Et l'euro, le souci, c'est qu'on est dans un timing de banque centrale qui est différent. C'est-à-dire, nous, côté BCE, on a baissé les taux plus vite. Ce qui fait que déjà, ça renforce quelque part le dollar. Parce que le dollar, lui, est encore, en termes de rate, de pourcentage, est beaucoup plus haut que l'euro. Donc ça, c'est une première composante. Et la deuxième, comme tu dis, c'est que la politique de Trump vis-à-vis des importations, exportations, etc., il fait du chantage avec la Chine, le Canada, les frais de douane, etc. Mais ça renforce aussi le dollar. En tout cas, c'est- c'est des mesures qui vont le renforcer dans tous les cas. Après, est-ce que ça va être appliqué comme il le dit? Est-ce que c'est pas plutôt du bluff et que ça, on n'en sait rien? Mais oui, là, le dollar, beh, là, tu le vois sur ton graphique. Déjà, il a break un beau niveau. Alors, est-ce que ça va continuer? C'est dur à prédire, mais faudra voir. Ça dépendra aussi de la Fed, hein. Parce que si la Fed ils font leur plan de: «Non, on fait que 2 baisses en 2025», ben le dollar restera fort. Et il est là le souci aussi. Je me demandais d'ailleurs si le fait qu'ils disent on fait que deux baisses, c'était définitif ou est-ce ils pouvaient quand même changer et dire ah, bah Ah non, finalement non, non. Non, non, c'est pas c'est juste définitif. C'est un oui, dot plot en c'est fait, si tu veux. informatif. C'est des Voilà, c'est ça, c'est des prévisions. Parce que tous les trimestres, ils se réunissent entre eux, à peu près une quinzaine de personnes, et ils disent: «Bon, voilà, on a les datas, niveau, chômage, on a les datas niveau, inflation, on a les datas niveau, IMC, manufacturing, et cetera, toutes les datas possibles. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez pour 2025?» Et chacun fait ses prévisions. Il y a quelques mois, en septembre, ils avaient dit que c'était plutôt 3-4 baisses. Et là, ce qui a fait un peu baisser les marchés là récemment, il y a quelques semaines, c'est qu'ils ont revu leurs prévisions à la baisse. Ils ont dit que cette fois, on va en faire que 2 baisses. Mais bon, quelque part, ils sont data dépendants aussi, hein, donc c'est pas gravé dans le marbre, hein, tout peut changer. Et Mais d'après ce que j'ai compris, ça c'était potentiellement la data du chômage aussi qui va avoir pas mal d'impact là, parce qu'ils avaient dit, en tout cas Powell, qu'ils ne voudraient pas avoir plus de 3,3%. Je crois que c'était ça un peu le trigger. Et ça risque de tourner autour de ça au final, hein. D'ailleurs, cette semaine, on a un calendrier économique, je crois, qui est toujours aussi chargé là pour les États-Unis. Mais ouais, comme c'est tu viens de le vendredi dire, le jour, fatidique pour le ouais, pour les datas ouais, du ouais. chômage, c'est vendredi avec le rapport NFP, qui a plusieurs datas importantes. Ok. Ouais, après, comme tu viens de le dire, voilà, ça va être des ajustements en cours de route qui peuvent pas mal évoluer. Et notamment, je pense que les prochains,
les prochaines véritables directions que prendront la Fed, Powell et tout ça, ça sera post-investiture de Donald Trump pour voir un peu ce que ça donne. Comme tu dis, les 100 premiers jours ont toute leur importance. Et je voyais d'ailleurs pas mal de comptes, on va dire, de TradFi, justement, qui commençaient à parler des midterms et tout ça, tu vois, de 2026 par rapport à tout ce que pourrait mettre en place Donald Trump. Et c'est vrai qu'il y a des gens, quand on parle de bourse, nous, dans la crypto, on est là à nous dire, ouais, dans 3 mois, c'est la fin du bull run ou maximum à l'automne 2025. Et il y a des gars dans la TradFi, ils sont déjà en train de voir ce que ça va pouvoir donner à 2 ans, tu vois. Donc, c'est là qu'on voit qu'on n'est pas tout à fait aligné avec le reste du marché en général dans la crypto. Et bon, mis à part pour ceux qui sont là pour du long terme, mais c'est vrai qu'il y en a malgré tout. Et je pense que dans notre auditoire aujourd'hui, on a quand même réussi à convertir quelques personnes pour du long terme et pas pour faire du gambling en jetant une pièce en l'air sur tous les mêmes coins qui existent. Mais c'est vrai que là, par rapport à ce début d'année 2025, on a à la fois le sujet de la liquidité qui est important pour le marché crypto. Et pour le moment, on le voit, on n'a pas vraiment d'alt season à l'horizon. Alors là aussi, d'un point de vue saisonnalité, normalement, le premier trimestre de cette année, s'il devait correspondre au premier trimestre 2021, on devrait avoir les alts qui s'énervent un peu plus. Mais ça va être news dépendant, si je puis dire, macro dépendant. Et aujourd'hui, on a un actif avec le Bitcoin qui est malgré tout sous les feux des projecteurs aux États-Unis par rapport aux ETF et tout ça. Et je pense donc qu'il va falloir réussir à négocier ce virage. Et on voit en tout cas pour le moment qu'autour des fameux 100 000 $, ben, ça passe pas comme dans du beurre. On les a franchis, on les a travaillés à la hausse, à la baisse. Mais pour le moment, voilà, c'est pas non plus parti comme une fusée avec tout le monde qui nous disait ouais, tu verras, d'ici fin d'année 2024, on sera déjà à temps, on aura fait les 120, les 150, on sera je sais pas combien au début 2025. Et c'est ce qui me met aussi un peu sur la réserve, tu vois, le fait que désormais, il faut quand même pas mal de capitaux pour faire bouger le marché crypto, et notamment Bitcoin, sur les targets, toutes les personnes qui visent des 200, 250, 300 000. Pourquoi pas, hein, si vraiment on avait un alignement des planètes phénoménal avec plein de pays d'un seul coup qui se mettent à FOMO sur Bitcoin, oui, on peut avoir un Bitcoin à plusieurs fois à 100 000 $. Mais tant que tout ça, ça n'est pas arrivé, voilà, je pense que l'objectif médian dont on parlait régulièrement autour de 150 000 $ au mieux sur ce cycle me paraît pas trop déconnant par rapport à tout ça. Après, bien entendu, si vous avez un horizon de temps entre 5 et 10 ans et que les crypto-monnaies continuent de faire ce qu'elles ont fait depuis bientôt, enfin même c'est plus bientôt, c'est fait depuis 16 ans pour Bitcoin, puisqu'on a eu le fameux anniversaire là par rapport à la première page du Times. Et donc voilà, si on se projette sur 5 ans, 10 ans supplémentaires et que ça continue sur la même trajectoire, bien entendu que le prix sera très certainement plus haut. En tout cas, si ça continue de faire ce que ça a fait jusqu'ici, puisque comme d'habitude, on ne peut pas l'affirmer avec certitude. J'aimerais pouvoir vous dire aujourd'hui, revenez dans 5 ans et c'est sûr que le Bitcoin sera à tel prix, mais ça ne fonctionne pas comme ça, vous vous en doutez bien. Donc Manu, avant d'être cancel par ta connexion, qu'avais-tu à nous dire? Non, eh ben, tu sais, je vais rebondir sur ce que tu étais en train de dire, mais plus au niveau crypto, et en fait, pour mettre en lumière deux choses. Une chose qui nous intéresse et dont on parle pas mal, c'est le prix de l'Ether, qui est pas aussi pumpy qu'on l'aimerait. On se pose beaucoup de questions par rapport au pump qu'on a eu sur Bitcoin, et que sur Ether, ça fonctionne pas aussi bien. Et le fait qu'il y ait au final un changement d'acteur dans le marché qui forcément, comme tu viens de le dire, amène un changement du mode de fonctionnement, même d'un bull run, j'ai envie de dire. Attends, je vais partager mon écran et on va, si vous le permettez, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Yep. Attends, je vais l'agrandir. C'est bon comme ça?
Alors, attendez, je vais vous mettre dans le chat le tweet en question. C'est un tweet qui est assez long, donc je vais essayer de le faire tranquillement, mais sans entrer dans trop de détails. Mais voilà, l'idée de ce thread, c'est au final, il y a CL207 qui est un tweetos qui, en fait, a mis en lumière le fait que potentiellement le prix de l'Ether ne bougerait pas aussi vite à la hausse que Bitcoin du fait qu'il serait utilisé par Ethena pour se hedger. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Ethena, c'est un protocole de stablecoin, qui issue un stablecoin, l'USDE, et au final, stablecoin normal, mais qui joue sur un short d'un côté, qui gagne sur les fundings. Donc, on a beaucoup d'argent qui est généré comme ça. Et cet équilibre est fait donc d'un côté en émettant, de l'autre côté en shortant le marché quand il est à la hausse. Et en même temps, ils ont mis une garantie en BTC et en Ether. Et ces BTC, ces Ethers sont déposés sur des exchanges centralisés, donc Binance, OKEx, comme on va le voir, etc. Et donc, ça a un effet qui est potentiellement, qui pourrait expliquer, on va voir pourquoi, ça pourrait expliquer le fait que l'Ether lag autant. Donc, on commence rapidement. Je vais vous traduire en même temps les choses. Donc là, on a sur ce schéma la TVL d'Ether et il explique dans ce tweet que quand on change d'USD à Ether, en fait, on a quelque chose qui est exprimé en fait en nombre d'Ether, ici, et qu'en fait, qui ne donne pas vraiment la valeur en fait de l'Ether, puisque la TVL est calculée soit en dollars, soit en nombre d'Ether. Et donc, on voit que on a beaucoup d'Ether, on a donc 55% de Bitcoin qui sont déposés et 29% d'Ether seulement, j'ai envie de dire, qui sont posés sur Binance, Bybit, OKEx, Deribit, BitGet, et qui servent donc de contrepartie. L'idée, excusez-moi, je vais un peu vite. L'idée étant donc que ce qu'on réalise pas, d'après lui, c'est que, donc voilà ce que je viens de vous dire, que en fait, on a l'impression qu'il y a beaucoup de Bitcoin et pas autant d'Ether que ça dans les caisses d'Ethena, sauf qu'en fait, on a 3 milliards de Bitcoin et on a en fait 1,65 million d'Ether. Mais en fait, ce qui correspond à 5,9 milliards. Donc, on a quasiment 2 fois plus en valeur d'Ether que de Bitcoin pour contrebalancer. Donc ça, c'est une façon, il dit, de montrer les données et ça explique en fait le ratio qu'il peut y avoir sur Ethena entre Bitcoin et Ether. Et en fait, il y a beaucoup plus, il y a un déséquilibre, on va dire. J'essaie de la faire concis et de pouvoir vous rentrer dans la chose parce qu'il n'est pas si simple. Voilà, 6. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit maintenant, on va regarder donc voilà les avoirs en Ether des principaux CEX, donc Binance, Bybit et OKEx, et il prend différentes dates et il dit que on a vu en fait des portefeuilles et ceux qui suivent un peu les Whale Alert, je ne sais pas si vous avez vu passer des fois des mouvements de 125 000 Ether, etc., qui étaient assez énormes. Et en fait, il suppute que ça vient justement de Ethena. Donc, en avril, ils ont annoncé l'ajout de BTC et le reste a été attribué à de l'Ether. Et donc, il dit que grosso modo, la moitié des flux entrants dans les CEX en BTC et en Ether viendrait en fait de la part d'Ethena. Et donc, en l'occurrence, en mai, 17-15 juin, on a 126 000 Ethers qui débarquent sur les CEX, donc ça fait 441 millions. En octobre, 20 octobre, 20 décembre, on a 945 000 Ethers qui viennent augmenter le pool d'Ethers dans les CEX et il dit que ça fait donc 3 milliards et il pense qu'il y a à peu près la moitié de ces Ethers qui sont en fait amenés par Ethena, donc 1 milliard, 1,5 milliard de TVL amenés par Ethena. Après, ce qu'il dit, c'est... Je ne sais pas pourquoi ça va comme ça, excusez-moi. Hop, voilà. Ce qu'il nous dit après, grosso modo, c'est
que les avoirs en fait de ses portefeuilles, il les suit avec ses outils, etc. Et que en fait, on l'a dit, la TVL en USD reflète le prix sous-jacent, mais que ce qu'il a pris, excusez-moi, c'est ici. Il note qu'en fait, il y a des petites baisses comme ça qui notent dans la TVL, et il dit que ça, c'est en fait les rédemptions et les shorts qui sont en fait enlevés sur les SEX à certains moments. Et donc, ça donne ces petites irrégularités. Et pendant le même temps, en fait, on voit que sur les SEX, il dit qu'il n'y a quasiment pas d'inflow ou d'outflow d'Ether. Et donc, ce qui veut dire que les quantités bougent peu. Donc, ce que l'on peut vraiment imaginer, c'est que ces mouvements, en fait, sont bien dus à Ethena et au fait du débouclage de ces grosses positions. Il continue en expliquant qu'il a ces 3 périodes qui sont les boxes rouges que l'on peut voir ici, donc ces 3 boxes, et que donc on a les dominances, et que en fait, dès que le prix monte, eh bien au final, on a quelque chose qui va ramener en fait le prix, donc le prix de l'Ether. En fait, l'Ether va être shorté pour justement rediminuer le prix. Donc on le voit une première fois ici, on le voit une deuxième fois ici, avec un prix qui dégringole, et toujours donc cette dominance qui nous désespère Ether BTC. Et on voit que c'est corrélé inversement au prix de Ether USD. Donc on voit que quand l'Ether augmente de prix, eh bien c'est encore plus shorté, et on a justement le short BTC, mais qui est plus petit que le short Ether, puisqu'on a plus d'Ether shorté par Ethena. Donc c'est pour ça qu'on aurait une baisse, entre guillemets, de la dominance à ce moment-là. Donc il explique à ce moment-là que la première baisse, il dit que voilà, ça augmente le yield, donc c'est intéressant, et ça donne beaucoup d'opportunités quand l'Ether monte pour tout ce qui est yield farming, etc. en DeFi. Pour la deuxième case rouge, il dit que c'est plutôt relatif au fait que ce soit cette fois-ci le BTC qui a été impacté. Et sur la troisième box, là, il parle que la bêta, alors la bêta, c'est, si je vous dis pas de bêtises, la bêta, en fait, c'est un concept qui va mesurer, en fait, le mouvement d'un stock en comparaison avec le marché global, donc c'est-à-dire un actif en particulier par rapport au mouvement du marché en lui-même. Et on a vu des fois qu'on avait des pumps du marché de partout et qu'on avait Ether qui bougeait pas ou qui pouvait potentiellement des fois baisser un tout petit peu. Et donc là-dedans, là, il voit vraiment le fait que on a une bêta entre guillemets qui est a priori, je pense, inférieur à 1, c'est-à-dire moins volatile au bout du compte. Donc, si on revient là-dessus, et je terminerai rapidement là-dessus, ce qu'il nous dit, c'est que selon lui, en fait, Ethena est bien responsable en fait du fait que le prix d'Ether stagne. Puisque, alors je vous le traduis parce que c'est plus simple quand vous le lisez, je vois pas vos commentaires, j'espère que ça vous ennuie pas, et donc que l'Ether agit donc d'une manière qui suggère que le marché on-chain préfère l'utiliser comme garantie pour du rendement plutôt qu'en fait de spéculer sur son prix. Et ça, on en a souvent parlé, c'est-à-dire d'utiliser l'Ether comme collatéral plutôt qu'au final avoir un prix qui monte. Et en fait, comme Ether, bon, vous savez que c'est utilisé pour payer le gaz, etc. Il dit que les attributs monétaires très forts, ils ne sont pas vraiment observés au final ailleurs que dans la crypto. Et ça intéresse au final pas encore les vrais spéculateurs, on va dire, de prix, puisque nous, on l'utilise comme collatéral, on n'en achète pas forcément des milliards. Et l'idée, c'est que les spéculateurs ne sont pas forcément là. Alors, je vous passe ça qui dit qu'au final, il y a beaucoup d'Ethers qui sont loqués, etc. Mais ce qui est important pour finir, c'est ce paragraphe-là où il dit que grosso modo, qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation? En fait, c'est au fur et à mesure que Wall Street va commencer à investir dans les ETF, on va forcément avoir une offre de marché en Ether qui va diminuer. Et eux, par contre, c'est des investisseurs qui sont spéculatifs. Donc, ils s'intéressent au prix et ils n'utilisent pas Ether ni comme garantie, ni comme collatéral, etc. Vous l'aurez compris. Donc, en fait, au fur et à mesure qu'on va avoir des inflows dans les ETF ETH,
on va avoir donc le prix qui va augmenter. Et donc, on va également avoir davantage d'Ethers qui vont se déplacer vers Ethena. Ça, c'est mécanique, entre guillemets, puisque le prix augmente, il va falloir en fait rajouter de l'Ether pour couvrir, entre guillemets, un peu sa position. Ça va entraîner donc une diminution de l'offre d'Ether sur le marché et donc une augmentation du prix, vous l'aurez compris, à terme. Et lui, ce qu'il dit pour conclure, c'est que seuls, en fait, ces ETF peuvent être un catalyseur pour des mouvements majeurs à la hausse et non plus, comme on l'a vu dans les cycles passés, l'utilisation de l'on-chain ou de la DeFi là-dedans. Donc, il conclut sur attendez-vous à un mouvement bêta majeur pour ETH lorsque les inflows vont démarrer dans les ETF, mais pas plus tôt, puisqu'ils considèrent que les natifs crypto ne semblent pas intéressés par la spéculation sur l'Ether, c'est-à-dire que les natifs crypto n'achètent pas des caisses et des caisses d'Ether. Aujourd'hui, c'est vrai que le prix de l'Ether est assez cher et c'est pas comme quand il était à 150 $ et que tout le monde pouvait rentrer dedans. C'est beaucoup moins intéressant, entre guillemets, pour beaucoup de gens aujourd'hui et peut-être dans l'émission, peut-être parmi ceux qui nous écoutent, il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas spécialement envie d'investir dans l'Ether parce qu'ils trouvent ça cher et ils trouvent que le risk-reward n'est pas forcément le plus intéressant. Et il conclut sur quelque chose qui est relativement intéressant et qu'on avait déjà vu, entre guillemets, au dernier bear market avec BTC, où on a eu une baisse de 70% contre 99% pour la plupart des alts. Et il considère qu'au final, on aura une baisse plus faible en bear market de l'Ether par rapport à d'autres actifs, puisque au final, les flux d'Ethena vont également s'inverser, donc c'est-à-dire moins de short et donc un actif qui baisse, qui se récupère entre guillemets plus facilement. Donc voilà, c'était un petit peu long, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Mais voilà ce qui pourrait, entre guillemets, expliquer le mouvement poussif jusqu'à aujourd'hui de notre cher ami Ethereum. En tout cas, ça a l'air de se vérifier puisque ça fait que quelques semaines désormais qu'on a des entrées régulières sur les inflows Ether et c'est à partir de là où il a commencé un peu à bouger. Après, je suis assez d'accord avec ce qu'il raconte, mais on sait aussi à quel point tu as une réflexivité du prix à partir du moment où il monte. Et là, Ether, ce qu'on veut voir, c'est qu'il franchisse les 4000 $ et ensuite les 5000. Et une fois que le machin il est en price discovery, t'en fais pas que tout le monde va en vouloir. Et surtout du côté des institutionnels. Donc en gros, on est tous autour d'une table. T'as personne qui veut passer le premier, ni à acheter, ni passer la porte, tu vois. Et c'est à celui qui tirera le premier. Mais je veux dire, c'est un peu pareil à chaque fois qu'il y a une quelconque hype ou quoi que ce soit sur le marché crypto. Hein. Ouais, mais en tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est que étant donné la taille qui est en train de prendre Ethena, c'est certains au final qui doivent se hedger d'une façon ou d'une autre. Et donc, quel est le meilleur actif pour se hedger aujourd'hui en crypto? C'est clairement l'Ether et aucun autre actif, puisque l'Ether possède une liquidité très profonde qu'on peut avoir à la rigueur aussi avec BTC, mais sur Ether, c'est vraiment une liquidité qui est assez profonde pour faire des gros mouvements. Et clairement, vu le fonctionnement d'Ethena, alors je ne vais pas vous faire un cours sur Ethena et comment ça fonctionne, etc. Je vous invite à regarder. Il y a des trades, il y a beaucoup de trades qui expliquent ça, comment ça fonctionne. Mais grosso modo, le yield est fait en shortant sur le funding, en fait. Sur ce que paye, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont long Ether et qui vont payer, en fait, ceux qui sont short. Et en fait, comme on est en bull market, on considère beaucoup que en fait, la plupart des gens sont long Ether et en fait, c'est Ethena qui rafle la mise, en fait, puisqu'en fait, parce que eux en fait, sont short sur Ether. Et bien sûr, ils sont short et long. Hein, je vois ils ne sont pas que short, en fait, c'est un hedge. Ce qu'ils ont, puisqu'ils ont de l'Ether. Vous avez bien vu, je vous ai montré les réserves d'Ether. Ils ont 900 millions de dollars d'Ether. Et en fait, c'est ces 900 millions de dollars d'Ether qui possèdent, sur lesquels en fait ils sont longues, c'est ceux qu'ils achètent.
et ben en fait, ils shortent en même temps l'Ether pour être delta neutral, quoi. C'est les fameuses stratégies de delta neutral. Et en tout cas, eux, l'argent qu'ils font, ils le font sur le funding. Et en fait, plus il y a d'Ether, plus en fait il y a de stablecoin qui est minté également, plus en fait ça rapporte de l'oseille parce que, alors j'ai pas été voir, mais je peux aller jeter un coup d'œil. Est-ce que ça yield bien en ce moment, Ethena? Je pense que ça doit pas mal. Alors j'ai pas la donnée là sous la main, mais en tout cas ça yield pas mal. On a eu du 30% depuis longtemps sur un stablecoin. Et en fait, voilà, l'idée, hein, vous avez bien compris, la supply, elle est prise pour être longue, donc elle est spot, mais en même temps, elle est shortée. Donc, au final, on a quelque chose d'assez équilibré et qui, si on veut que ce soit déséquilibré, d'après la thèse de Ben Levy, eh ben, l'idée, c'est un achat massif de la part de Wall Street et compagnie pour justement débloquer cette situation. Et après, alors je ne vous parle pas de gamma squeeze, etc. Mais si on arrive sur ce genre de trucs, oui, tu as raison, hein, CM. Là, on va avoir un décapsulage qui risque d'être fort sympathique, en espérant que ça ne défonce pas le marché et qu'Ethena ne fasse pas faillite suite à une mauvaise gestion de tout cela. On demande, est-ce que faudrait sortir de TH à cause d'un coup d'opportunité? Bah, vous le voyez bien sur vos portefeuilles, tous ceux qui sont massivement exposés à l'Ether, vous voyez bien que vous pumpez moins votre wallet que si vous avez pump un autre token. Après, c'est une question de comment vous mettez en fait de comment vous placez en fait votre portefeuille en termes de risque. Si vous mettez tout sur de l'AI agent en ce moment, bah, c'est forcément plus risqué que de détenir de l'Ether. Donc effectivement, il y a un coup d'opportunité à détenir de l'Ether, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un coup, j'ai envie de dire, d'investisseur avisé de ne pas mettre tout votre bag sur le dernier AI agent qui vient de sortir? Moi, je pense qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas jusqu'ici, le play, c'était vraiment Bitcoin. Et le problème, c'est qu'il y avait trop peu de gens qui étaient sur Bitcoin. Et moi, quelque part, enfin, je m'en cache pas, hein, j'ai eu un peu un coup de chance du destin quand il y a eu le DPEG USDC de basculer la partie que j'avais conservée en stablecoin, que je voulais DCA sur Bitcoin et Ether sur le long terme. Enfin, long terme, c'était sur quelques mois, mais ça m'a obligé à quasiment faire all-in quand Bitcoin était encore entre 20 et 25 000. Et au final, sur le moment, j'ai tellement été pris au dépourvu que je me suis dit, bah, perdu pour perdu, entre guillemets, à faire mon DCA en une fois, je vais sur Bitcoin et sur Ether, tu vois. Et ce qui fait que je me suis retrouvé avec du BTC que j'aurais peut-être même pas eu. Et donc, je vis ce cycle de manière assez serein, entre guillemets. Quand on voit les mouvements que ça fait parfois, on n'est pas si serein que ça, mais c'est un autre débat. Mais globalement, je peux comprendre l'anxiété que ça génère du côté des particuliers qui sont quasiment full altcoin, et de voir que jusqu'ici, mis à part quelques cas spécifiques en mode Solana, Tao BitTensor, ou voilà, il y a eu quelques sujets en particulier, je ne suis pas fondamentalement persuadé que ça soit du côté des mêmes coins que 99% des particuliers aient fait leur beurre, tu vois. Et donc, je me suis fait la réflexion plein de fois. Tu as beau tourner le truc dans tous les sens, ce cycle, jusqu'à présent, peut-être que dans 3 mois, on aura un discours complètement différent s'il y a eu l'alt season et qu'on est à 40% de dominance, et j'espère comme vous tous que ça finira par arriver. Mais jusqu'ici, si on était sur Bitcoin, on profitait de tout le upside, on avait très peu de downside et le risque minimal que offre le marché des crypto-monnaies en étant sur Bitcoin. Donc, quand tu mets tout ça dans la balance, c'est vrai que c'est un cycle, en tout cas pour l'instant, qui est un cycle où c'est difficile de défendre la thèse d'être full altcoin, en tout cas. Mais une fois de plus, je le dis en ayant chatté sur ma conversion stable vers Bitcoin et Ether. Donc, je peux pas faire le professeur en mode oui, c'était sûr, ça allait arriver, machin. Voilà. Non, disons que tu as été contre trait de principe en disant
je garde pas de stable et j'y vais à fond, voilà, parce que par la force des choses, entre guillemets, tu aurais été moins fort si ça n'avait pas été le cas. Mais au bout du compte, c'était quand même le moment où nous-mêmes, pendant les lives du lundi, on disait, voilà, on y va, on pose, quoi. On pose la valise. Donc, le timing était bon. Après, c'est le montant peut-être qui était plus important que ce que tu aurais imaginé faire si tu n'avais pas été un peu poussé à le faire. Ouais. Après, la question aussi que je me pose, tu vois, puisqu'on est entre un cycle un peu de transition là par rapport aux institutionnels, c'est justement une fois que tu as passé tous ces grands filtres, est-ce que au cycle suivant, ça vaut pas le coup de rester une fois de plus que sur Bitcoin ou à minima 50% d'un portefeuille crypto en Bitcoin pour asseoir le truc, tu vois. Un peu comme aujourd'hui, tu vas ouvrir une assurance vie ou tu vas dans une banque, tu dis OK, j'ai 50 000 euros à placer, je veux le mettre ultra safe et tout. Ton conseiller, il te met une partie relativement importante en unité de compte euros et ça bouge quasiment pas. Tu prends 1%, 1% et demi. Ensuite, ils vont chercher 1% et demi supplémentaire sur la bourse et divers autres actifs ou placements. Mais aujourd'hui, je me demande, tu vois, s'il faudrait pas en fait prendre le truc un peu à l'envers et nous dire que oui, on n'aura plus les multiples qu'on a connus depuis des années et des années. Et si on a envie de construire un portefeuille pour du long terme, ben, ça passe par le simple fait d'accepter d'avoir un peu moins de volatilité, mais un peu plus de sécurité. Et aujourd'hui, c'est aussi le dilemme auquel sont confrontés les nouveaux arrivants. Ils arrivent avec 1000 balles, 5000 balles, 10 000 balles, et ils n'ont clairement pas envie de le mettre sur un actif qui est déjà à 100 000 balles. Et le prix, psychologiquement, ça fait tout. On l'a vu dans la bourse traditionnelle, ils sont obligés de splitter les actions dès que tu as une action à 200, 500, 1000 balles. Alors imagine aujourd'hui, comme on disait, un Bitcoin qui certes, tu peux le fractionner autant que tu veux, avec un seul Satoshi. Je ne sais même pas combien ça vaut un Satoshi aujourd'hui en dollars, mais ça ne doit pas valoir énormément, je suppose. Ça vaut 100 millionièmes de Bitcoin. Voilà, donc ça ne doit pas faire énorme. Et même Ether, si on va par là, Ether à 4000 dollars, c'est déjà cher, comme tu disais tout à l'heure. Nous, on était super contents d'en acheter à l'époque parce qu'on achetait ça à 100 balles, à 200 balles. Aujourd'hui, acheter un Ether à 4000 balles pièce, tu es là, tu te dis, ouais, putain, je commence à réfléchir, tu vois, par rapport à XRP à 1 ou 2 dollars ou à Dakar Dano ou des trucs pas chers d'un point de vue psychologique. Et c'est le trick mental vraiment qui justifie le fait que tu aies des capitalisations complètement folles sur des trucs des fois qui sont pas foufou, quoi, tout simplement. Mais ça, pour parler de Bitcoin, je pense que en termes de split, comme tu dis, là, grosso modo, un Satoshi, ça vaut un dixième de centime. Donc moi, ce que je préconise, c'est de faire un x10. Comme ça, un Satoshi égale 1 centime. Et là, on est bien. Et là, les gens, ils vont comprendre, ils vont acheter. Et on parlera en Satoshi, on parlera plus en Bitcoin. Ouais, je sais pas comment il faudrait le prendre, mais c'est vrai que pour moi, c'est un vrai sujet, ça, aujourd'hui, tu vois, le prix en tant que tel des actifs. C'est pour ça aussi que le coût là, de Bitcoin 100 000, je trouve que c'est pas si anodin que ça, parce que à la fois, ça justifie, ça matérialise un certain milestone qui est celui de l'acceptation pleine et entière. Et d'un autre côté, ben, on est en train de passer le témoin d'un truc où c'était un peu, entre guillemets, je suis pas sûr que ça soit le bon terme, mais la monnaie du peuple, tu vois, entre guillemets, Bitcoin. Et aujourd'hui, on a refourgué les clés du camion, pas au fou du bus, justement, mais au fou de Wall Street. Donc, franchement, d'un point de vue idéologique, je comprends aussi que ça puisse se laisser poser pas mal de questions. Après, il peut y avoir effectivement des manipulations de prix, des choses comme ça, mais c'est toujours une question de taille de marché. Et après, le prix du Bitcoin, c'est une chose, mais après, vraiment, je pense que c'est le fait que ça reste une monnaie, entre guillemets, qui sera inarrêtable et que les gens pourront quand même utiliser quoi qu'il arrive. Après, les riches sont toujours les plus riches. C'est toujours ceux qui ont, même quand tu parles en dollars, les gens les plus riches sont ceux qui ont le plus de dollars. Ça n'empêche pas de pouvoir utiliser un billet d'1 dollar. Tu vois ce que je veux dire? Et ben, je pense que ce sera pareil, entre guillemets, avec Bitcoin. Alors,
plus en Satoshi qu'en Bitcoin. Mais l'idée, c'est plus. Moi, ça m'inquiète moins. Alors, il faut que le marché grossisse vraiment, parce qu'effectivement, là, ça reste un marché quand même qui est facilement manipulable. Surtout qu'on peut très bien imprimer des fiat pour acheter du Bitcoin aujourd'hui. Je me demande qui va être le premier État à passer ce pas. Mais quand on entend parler de Trump et de la réserve nationale en Bitcoin, etc., c'est clairement imprimer du fiat pour acheter du Bitcoin. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et donc, au bout du compte, je ne pense pas que ça arrête quand même les principes de base du fait que la monnaie est inarrêtable et que tout un chacun peut la posséder, l'échanger sans tiers de confiance. Et c'est pour ça que ça ne me fait pas forcément si peur que ça. Et moi, j'ai vraiment l'impression plutôt que c'est justement les financiers qui ont compris justement ce que ça voulait dire au bout du compte et qui commencent à se dire. Alors après, par contre, quelque chose qui fait vraiment peur, je crois que j'ai vu un tweet de Willy Woo aujourd'hui sortir, comme quoi il y avait eu 240 000 bitcoins qui avaient été vendus, je ne sais plus quand, sur une période de temps, et que MicroStrategy en avait acheté 190 000 sur les 240. C'est un peu flippant. Là, effectivement, tu parles du fou du bus, mais c'est peut-être lui en fait. Ouais, MicroStrategy, c'est pareil, c'est un sujet quand même, hein. Il y a tout le monde qui dit vous inquiétez pas, il n'y aura rien. Échéance à 2028-2029. Moi, j'attends juste le stress test, tu vois, de voir Bitcoin à 50K minimum en bear market, là, dans un an ou quoi, en 2026-2027, et de voir à partir du moment où on va passer largement sous le prix moyen d'acquisition de MicroStrategy, si tu vas pas commencer à avoir un mouvement de panique généralisé au sein même des détenteurs de l'action et des gens qui l'ont suivi dans le délire et tout ça. Parce que si l'action de MicroStrategy elle-même, elle fait moins 90 au bear market, je suis pas sûr que le fait de détenir tous les bitcoins à l'intérieur, ça pèse énormément dans le global par rapport au ressenti des investisseurs. Donc, on avait vu même Coinbase, si tu regardes, en fait, si tu fais un peu une analogie, Coinbase, au cycle précédent, quand ils ont été introduits, je ne sais pas combien de bitcoins ils détiennent pour leurs clients, mais c'est pareil, c'est un chiffre qui est pharaonique, tu vois. Et c'est pas pour autant que ça a empêché l'action Coinbase de passer de 420 $ ou 450 à 30 balles. Et aujourd'hui, on est de retour à 300, je sais pas combien, j'ai pas regardé aujourd'hui. Mais voilà, moi, je me pose un peu la question de à quel moment tout le monde se met à paniquer suffisamment du côté de MicroStrategy au sens large du terme pour déclencher un mouvement plus profond, tu vois. Ouais, je sais pas. En plus, moi, ce qui me fait juste peur à ce niveau-là, c'est que bon, je pense que les coups de pute entre crypto bro, et je parle entre baleine et retail, et les coups de pute entre milliardaires de Wall Street, institutions bancaires, etc., etc., on n'est pas sur le même niveau, tu vois, sur la même taille de sale coup. Et un mec comme Michael Saylor, il peut avoir quand même des ennemis, ou en tout cas, il peut susciter des convoitises avec des gens qui s'organisent, entre guillemets, pour lui coller, quoi. Tu vois, pour récupérer, ou pour le mettre mal, ou pour racheter moins cher, je ne sais pas. Ou, imaginons, et en plus qu'il ait raison, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui se liguent, entre guillemets, pour lui piquer son 4 heures. Hein. Donc, Si des gens lui voudraient du mal, en tout cas, enfin, si j'étais un fonds avec des milliards, ce que je ferais, c'est que je shorterais l'action juste avant les échéances. Hein. Parce que si tu fais ça, la plupart des investisseurs auront aucun intérêt à convertir en action. Et à ce moment-là, ils vont demander du cash. Et MicroStrategy, ils ont du cash, mais pas tant que ça, quoi. Ils sont même en négatif ouais. en ce moment. Donc, leur activité principale de logiciel, ben, ça génère pas de cash. Hein. Mais en tout cas, si j'étais un fonds malveillant, style, c'était qui les derniers qui avaient shorté GME? C'était Citron Research? Citron Capital? Citron Ouais. Research, je crois. Déjà, la dernière fois, je sais pas si eux, ils n'ont pas déclenché le micro-top local là sur MicroStrategy. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Mais c'est eux qui l'ont déclenché parce que, en même temps, c'était compréhensible. Sur le coup, moi, je l'avais pas vu. Je l'ai vu 2 jours plus tard. Bon, c'était trop tard, mais sinon, j'aurais fait la même chose. J'aurais shorté j'aurais shorté l'action parce que le NAV premium, en fait,
c'est un peu ce que regardent les grosses mains de Wall Street. Et à l'époque, le NAV premium sur MSTR, il était à 3,40. Donc concrètement, MicroStrategy valait 3,4 fois sa réelle valeur en Bitcoin. Tandis que là, actuellement, là où on parle, ça vaut 2 fois. Déjà, ça a bien dégonflé. Mais quand on était à 3,40, c'était le all-time high, le plus haut historique. Et à ce moment-là, effectivement, hein, même sur le Discord, je me rappelle, on avait quelques amis en commun qui nous disaient qu'ils avaient fait des gros gains sur MSTR. Et il y en a un en particulier à qui je pense, je dirais pas son nom, et je lui ai dit, si tu peux au moins reprendre ta mise, ça serait pas mal. Et je lui avais dit ça, je crois, un jour plus tard ou 2 jours plus tard. Boum. Et là, l'action, ben, elle a bien dégonflé quand même. Mais ben, oui, si comme tu dis, hein, Manu, hein, si tu as un fonds un peu malveillant, voilà, tu veux lui mettre un bâton dans les roues, c'est un petit short, hein, un petit short Mm. juste avant les échéances. Et comme ça, les investisseurs se retrouvent bloqués. Ils n'ont pas le choix que de demander du cash. Ouais, ouais. Et, Après, ce que je et disais, en plus, je rajoute ce qui est un peu, ce qui fait un peu flipper en vérité, c'est que plus le prix monte, plus il achète. Et ouais. bon, Mais, dans un oui, mais DCA, après, ce qu'il faut voir, concrètement, c'est qu'il le fait bosser, hein. tu le fais. Il le fait Pardon? bosser, son BTC, hein. Et son BTC, il yield de façon énervée, hein. Euh, Ben, en fait, quand il dit lui, parce que lui, il est malin, il dit qu'il y a un yield, mais concrètement, moi, je vois pas où est-ce qu'il le fait. Parce que bon, j'ai un peu regardé tous ces documents-là. En fait, lui, il part d'un yield annuel, on dit oui, j'ai fait 45%. Et concrètement, son 45%, c'est au moment, au 1er janvier, où il commence ses achats, en 2024. Il arrive mm. au 31 et te dit, j'ai fait 45% de yield. Oui, mais les actionnaires, eux, ils ont rien touché. Il n'y a pas eu de dividende, il n'y a pas eu de quoi que ce soit. Donc, pour lui, dans sa vision à lui, ben oui, effectivement, il fait un bénéfice de plus 45 du 1er janvier au 31/12. Mais les actionnaires, eux, à part vendre leur action qui a pumpé, mais ils n'ont pas touché de dividendes, ils n'ont pas touché de BTC, rien du tout. Donc, c'est un Ouais, peu non. complexe, en fait, sa stratégie à lui, hein. Je ne sais pas où est-ce qu'il veut en Après, venir plus tard, mais... ouais, après, je ne sais pas si ces investisseurs sont capables de se manger un moins 60% sur leur invest en bear market et de holder, parce qu'il y a aussi cet horizon de temps, tu vois. Comment est-ce qu'il vend? Est-ce qu'il vend à ses potes, tu vois, qui ont quand même les potes du milliardaire qui sont milliardaires, tu vois, dans quelle mesure ils sont prêts à supporter des baisses sur le long, sachant que son prix de revient, pour l'instant, il est aux alentours de quoi 40 000 Ah 60 non, non, 000 il est beaucoup plus haut. Il est à 60 62, il me semble, avec son achat 62 000 d'aujourd'hui. bah, peut-être 70 qu'il... 500. Ouais, mais 70 regarde, si 500. tu te mets à sa place et que tu dis, moi, je vois un BTC qui monte à 250 et qui perd 60% de sa valeur, tu es largement au-dessus de 60 000. Oui, justement, c'est le pari qu'il fait. Mais Hmm. son pari à lui, il est fonctionnel dans un environnement où tu n'as pas de cacahuètes sur le chemin. Bah, après, si Et- on reprend la logique le fond le bottom du bear market, c'est le top euh, à peu près du précédent bull market, ça voudrait dire que notre prochain bottom, il est aux alentours de 70 000. Bah, peut-être qu'il est content, quoi. Après, faut voir s'il si on continue fait à pas comme la acheter dernière à fois, 250 000, quoi. si on fait pas une petite frayeur comme 2022, hein, parce que 2022, le top, c'était combien? 20? Il est descendu à 15 quand même. Hmm. Hein. Ah non, mais Et après, après, oui. Alors, moi, ceci dit, désolé. moi, ouais, vas-y, Stan, excuse-moi. Ouais, en fait, j'ai vu récemment qu'il y avait Marathon Digital, bah, je crois que ça s'appelle Mara aujourd'hui. Ils vont prêter leur BTC justement pour avoir du rendement à partir des intérêts qui sont perçus par leurs prêts. Et il n'y a rien qui empêche MicroStrategy de mettre ce genre de business model en place aussi. Surtout que, compte tenu de leur réserve de Bitcoin qu'ils possèdent en ce moment, bah, ça laisse pas mal de revenus qui peuvent être rentrés. Après, voilà, pour tout ce qui est le risque de contrepartie sur les BTC qui sont prêtés, ça, c'est encore un autre délire. Mais c'est une possibilité. Ouais, on a vu que c'était pas toujours une bonne idée, d'ailleurs, de les prêter. On les revoyait pas toujours, hein, Dixit, les jumeaux Winklevoss. C'est Mais vrai. c'est intéressant. C'est intéressant ce qu'il fait Michael Saylor, hein, parce que quelque part,
Ça va être un baromètre du marché crypto à surveiller aussi, hein. Là, ce qui est Bon, en bien, tout cas, on je va pense dire, qu'on c'est vous a qu'il est. présenté ce soir les deux red flags de bear market. Moi, je pense que personnellement, Michael Saylor et Ethena, c'est les deux red flags de ce bull market pour l'instant. À monitorer tranquillement pour voir qu'est-ce qui se passe de leur côté et prendre le cas échéant. Et puis, tu t'en as parlé aussi à un moment avec le prix du dollar. Voilà, ces trois trucs-là à regarder et voir un peu ce que ça peut donner, quoi. C'est intéressant ce que tu disais, j'en profite pour rebondir, c'est intéressant ce que tu disais sur Ethena. Et moi, je me posais la question, c'est le seul protocole qui évolue de cette manière? C'est-à-dire Ouais. qui prend du collatéral ETH pour short derrière? On-chain, oui. C'est parce que c'est pas simple à faire et qu'il faut quand même des gros montants pour. En fait, c'est une technique. Enfin, toi, tu connais sûrement, mais c'est quelque chose qui se fait énormément dans la TradFi. Et en fait, l'idée, c'était vraiment après le crash de Luna, de créer un stablecoin en fait qui puisse être backé avec des vrais actifs et en même temps qui génère un rendement de cette façon-là, grâce au funding. Alors, quand on est en bull market, étant donné que les gens sont longues et que que Ethena est short, ça fait des rendements qui sont assez impressionnants. Et comme c'est décentralisé, les fonds viennent aussi on peut déposer effectivement, donc ça augmente la capitalisation globale. Après, à voir ce que ce genre de protocole donne en bear market. Parce que le problème, c'est que ça marche que sur le short et en bear market, la plupart des gens short. Donc en fait, ton funding, il est tout de suite beaucoup moins intéressant. Et l'idée, c'est comme dans Luna, d'avoir un backing de ton stablecoin qui soit suffisant au final pour assurer une certaine stabilité à ceux qui vont l'utiliser. Parce que le too big to fail, on a vu avec l'UST Terra Luna, ça n'est pas suffisant. Ça a beau faire 32 milliards, si la confiance est perdue, ça tombe comme un château de cartes. Et donc, c'est le genre de questions qu'on va voir se poser. Et il y a pas mal de stablecoins qui sont sortis ces derniers mois, ces dernières années. Et je pense, à mon avis, qu'on va avoir autant comme on a eu un début de bull run de stablecoin, j'ai envie de dire, je pense qu'on aura un début de bear market de stablecoin. Ça va être C'est intéressant. exactement, c'est ce que je me disais quand tu as présenté le trade justement, c'est que je me dis, finalement, bear market, il va pas avoir l'inverse. C'est-à-dire, Bah, s'il y a une cascade de liquidation, ceux qui ont mis en collatéral de l'ETH, ils vont vouloir le vendre. Et finalement, s'il n'y a pas une pression assez forte de la part de BlackRock, Fidelity, etc., ouais, c'est un peu inquiétant. Après, il y a beaucoup de papiers, hein. Je ne suis pas rentré dans les détails. J'ai essayé vraiment de me baser juste sur ce tweet. Et Tena, c'est quand même relativement complexe pour tout le monde. Mais il y a beaucoup de tweets sur notamment Yamaris qui ont sorti un papier sur justement le risque, etc. Et donc, au final, le risque d'Ethena, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur le risque systémique d'Ethena, non seulement pour les holders, les gens qui sont dans Ethena, mais également pour l'écosystème crypto dans son entier. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse chercher sur Twitter. Vous trouvez, je crois que j'ai lu un papier de Lamaris qui était pas mal. Et il y a beaucoup de researchers qui font des papiers là-dessus. Ça a inquiété quand même pas mal de monde et c'est un petit peu normal en soi. En tout cas, tu vois aussi que le précédent, il s'était quand même mangé moins 90. Hein. Ouais, comme le Bitcoin en pire en vrai, parce que. Et le pump, il avait fait un fois 15 à peu près. Et là, si on mesure sur ce cycle, on a fait, je vais te dire, ouais, on a fait beaucoup plus. On est à 4000%. Franchement, moi, je ne La vois pas comment ce performance, truc, ça revient pas. Tu vois, moyenne mobile 200 à 30 dollars hein, pendant le bear market. C'est 30 nucléaire, $. ce truc. La ah question, c'est oui, juste de savoir. Après, il a le droit de vendre des BTC aussi, hein, tu vois, pour diminuer son exposition. Il a ouais, dit ça qu'il casse ne tout. pas, mais Ouais, mais il ça, va ouais, l'avoir. ça Ça, casse ça tout le casse tout, narratif. ça casse tout si tu veux. Il y a tout le. C'est comme s'il se mettait un bâton dans les roues, quoi. C'est l'équivalent de Satoshi qui se réveille. Ouais. Ne parle pas de Non, malheur, lui, ça c'est fait vraiment beaucoup. le Hiroshima, lui.
Et ouais, $30, CM, là, il est sans il est pitié. dur. Ouais, il est sans pitié, c'est clair. Tu pourrais au moins nous donner une moyenne 100, tu vois. Bah, la moyenne mobile 200, regarde, c'est là où ça s'est arrêté au bear market précédent. j'ai vu. Ça, En vrai, laisse-la et monter encore un c'est petit là peu, où je me dis aussi, tu vois, sur Bitcoin, c'est là où ça sera super intéressant. C'est que au cycle précédent, avant même qu'il y ait les professionnels, enfin réellement, on va dire, bah, à chaque fois, ça venait graviter autour de la moyenne mobile 200. Et je pense que sur ce cycle en particulier, elle aura toute son importance parce que notamment sur le BTC1 futur CME et tout ça, ça sera un truc qui sera vachement regardé. Et aujourd'hui, elle est autour de 43 000 $. Donc, vraiment, bon, là, on était passé en dessous la dernière fois, mais normalement, enfin, sur les cycles précédents, c'était pas arrivé. Mais là, ça sera pour moi la zone sur laquelle je commencerai à repayer, je pense, au prochain bear market quand on reviendra autour de la moyenne mobile 200. Et d'ailleurs, attends, par curiosité, je vois que j'étais en mensuel pour MicroStrategy, donc ça a certainement faussé un peu le truc. On va attendre qu'elle réapparaisse. On est à 78-79 $ en hebdo. C'était en mensuel qu'on était à 30 $. Ah, okay. Mais ça enlève pas le truc que au cycle précédent, ça a pris moins 90. Donc, même si on venait à prendre un peu moins, comme tu dis, qu'on revient de travailler, je sais pas, ici dans un premier temps, à 140 $, c'est-à-dire la zone sur laquelle on était en septembre 2024, c'est il y a vraiment pas longtemps, c'est un moins 75%. Donc, à partir de là, tu vois, les amplitudes, ça picote. Hein. Moi, je dis ça passe. Le gars qui essaie de prendre le... Moi, je dis bluff. Il laisse pas descendre autant. Non, à voir. Moi, je te dis, ça reste un marché de requins et je serais quand même... tu vois, il va y avoir effectivement, comme tu disais, ça a mis beaucoup d'argent à faire à shorter ça. Et ça, on sait de toute façon que ça va descendre à un moment ou à un autre, tu vois. Mais bon, il y en a aussi qui ont essayé de shorter Tesla et ça s'est mal passé. Hein. Donc, ouais, carrément. Ouais. Pendant longtemps, c'était l'action la plus shortée au monde. Ouais, tu vois, donc c'est aussi... alors après, bon, on voit pas un BTC ne jamais retomber, hein, mais peut-être que le prochain Black Swan, en fait, c'est un bull run, hein, on ne sait pas. Hein. C'est un point d'attention. C'est un point d'attention que ça soit MSTR, Ethena. Il n'y a plus personne qui parle de Eigenlayer. À l'époque, j'entendais beaucoup non, parler la méta, qui disaient que c'était que c'était un risque systémique pour le marché crypto. Ah, ça l'était, mais en fait, c'est plus un risque de contrat, j'ai l'impression. Et puis c'est pas monté jusqu'au ciel. En fait, ça a été beaucoup joué pour les points, etc. Et puis maintenant, en fait, c'est une méta sur l'Ether qui est intéressante pour faire bosser de l'Ether, etc. Avec le restaking. Tu peux emprunter, redéposer, etc. Comme on faisait avec le stake Ether. Mais après, à voir si la méta va vraiment prendre, parce que ça reste quand même intéressant pour sécuriser des protocoles, hein, mais je ne sais pas si leur technologie des AVS, etc., au final, ça va prendre. Ça peut servir, mais est-ce qu'au bout du compte, il y a des gens qui vont accepter d'être assurés par un shitcoin? Je ne suis pas certain qu'à chaque fois ça fonctionne. Ça dépendra des protocoles. Quoi. Okay. C'était surtout comment c'était foutu, tu vois. C'est-à-dire que si n'importe qui pouvait s'assurer avec son shitcoin contre de l'Ether, etc., il y avait moyen que si ça prenne trop d'ampleur et qu'il y avait trop de protocoles de merde qui se fassent hacker, etc., ça ait un effet un peu boule de neige. J'ai l'impression qu'on en est un petit peu revenu, ou du moins que les montants sont plus raisonnables, ou les autres déconnent plus, quoi, entre guillemets. C'est peut-être ça aussi. Hein. De ce que j'ai vu sur Eigenlayer, il y avait déjà des AVS qui étaient en production et tu en as pas mal qui sont en développement aussi. Après, bon, je crois que je vais envoyer... c'est quand même 16 milliards, hein, Eigenlayer. Hein, ouais, donc, excusez-moi, j'avais pas notion, non, c'est encore très, très gros. Après, pour ceux que ça intéresse, j'ai mis le lien vers un site qui fait un peu état des lieux des différents AVS et de ceux qui vont venir. Alors, forcément, ils sont pas tous en production. Tu vois, t'en as certains qui sont prévus pour 2025 justement. Mais voilà,
faut voir ce que ça donne, tu vois. Enfin, ils ont un peu une période de grâce de 1 an ou 2 où on va voir ce que ça va donner du côté des AVS, si c'est vraiment utile à l'écosystème d'Ethereum ou pas du tout. Sachant que voilà, le marché des AVS étant ce qu'il est, il y en a plusieurs dizaines de différents, mais à la fin, il y en aura très peu qui seront utilisés et il y aura forcément de la casse à un moment donné. On a vu ce que ça se passait, on a vu comment ça se passait en DeFi avec les protocoles qui cassaient. Avec les AVS, ce sera pareil. Ouais, oui, c'est certain. Donc pour l'instant, bon, on va rester tranquille et puis on a notre trinité du fail, Eigenlayer, Ethena, Michael Saylor. On les avait pas spotés au dernier bull. Et ben là, on les a spotés. On espère qu'on n'en a pas des nouveaux qui vont arriver. Mais je pense que là, les choses sérieuses commencent et qu'on a quand même 3-4 mois minimum qui vont être sympas devant nous. Alors, il y en a qui nous ont dit dans le chat que ce soir, on était un petit peu pas bearish, mais qu'on faisait un petit peu peur. On ne fait pas peur, on se prépare. On n'est pas encore euphorique, mais on espère l'être des investisseurs avertis en vaut deux. Ouais. Puis bon, là, on n'est pas encore en maxi euphorie. Hein. J'ai regardé les métriques ce matin, métriques sociales, tout ce qui est Google Trends, les rankings des applications Phantom, Coinbase, tout ça. Il n'y a pas d'euphorie pour le moment. Non. Pour l'instant, les gens étaient en vacances. C'était à base de... Moi, je vous connais dans le chat. Je sais que je vous ai vu. Je sais que c'était à base de champagne, tartiflette, raclette, que des trucs qui tiennent chaud. Vous avez bien fait. C'est pas plus mal, la fin d'année, ça a permis de reset un peu. Si on était parti comme une balle en décembre, on aurait pris cher, je pense, sur le début 2025. Donc, c'était pas plus mal que ça arrive bon endroit, bon moment. C'était la fameuse fenêtre de tir là, de Willy Woo en 2018 où il disait je ferme les écoutilles à la mi-décembre et je réouvre la première semaine de janvier. Bah, tu vois, c'est un peu comme Sell in May and Go Away, ça fonctionne pas si mal au final. Bon, c'est pas toujours vrai, c'est pas des sciences exactes à 100%, sinon ça serait trop beau. Mais il y a des moments, des points d'attention comme ça, sur lesquels parfois il vaut mieux faire attention. Et c'est pour ça aussi là que sur le premier trimestre, je pense qu'il sera intéressant, en fonction des objectifs que vous vous êtes chacun fixés, de voir pour prendre des profits au fur et à mesure, en fonction des prix que le Bitcoin atteindra. Et personnellement, j'ai quand même assez de mal à me projeter sur l'automne, surtout si on a une coupure estivale de nouveau avec un marché comme on a connu là pendant, c'était combien je ne sais pas combien de temps ça a duré, le ventre mou. Là. De mars à octobre. C'était 7 mois, 8 mois, 7 mois. Ouais, de mars à octobre. Franchement, j'ai pas envie de me taper de mai à septembre ou octobre en mode re-espoir. Moi, je vais faire louper un bout, tu vois, et sortir proprement au printemps et mettre les stablecoins à travailler, comme on disait, et attendre le déluge. Mais bon, on verra en temps réel. Le but, c'est aussi de profiter de ce qui est en train de se dérouler. Donc, ça devrait être plutôt intéressant. Et puis, on va suivre vraiment au jour le jour presque ce qui se déroulera là à partir du moment où Donald Trump pourra s'exprimer en tant que président. Et je pense que ça aura son importance en termes de catalyseur, de narratif. Le marché crypto aime bien, malgré tout, avancer comme ça par vague de hype quelque part. Et c'est vrai que sur ce cycle, on a pu l'apercevoir. Les hypes vont et viennent, les narratifs aussi, mais on a du mal à passer le stade de petit feu qui s'éteint rapidement sur lui-même. Tu vois, c'est des feux de paille, c'est assez rapide. Là, en ce moment, il y a les agents, tu vois, OK. Cet après-midi, il y a Zach XBT, c'était Crypto Goku qui avait repris ça, je crois. J'avais retweeté. Et il disait que vraiment, c'est Scamland encore plus que les mêmes coins. On te fait croire que c'est des agents IA, mais derrière, tu as un mec en train de tapoter sur son clavier pour faire dire ce qu'il veut de façon un peu ironique. Lui-même a une IA, qu'est-ce qu'il doit taper? C'est le pantin dans le pantin, tu vois, les agents. Donc, bon, au bout d'un moment, je trouve ça intéressant d'un point de vue réflexion ou d'un point de vue de ce que
ça peut apporter en termes d'émulation, mais sinon, j'en suis rendu à un stade où aujourd'hui, ça m'emmerde plus qu'autre chose. Tu vois, les nouveaux narratifs, à chaque fois, on te sort ouais, les Dépines, les RWA. Il y avait DESI, tu sais, DESCI. Il y avait, j'en ai vu, mais passé, je sais pas combien depuis le début de ce boule. Au bout d'un moment, wow, t'as pas le temps, t'as pas l'envie de t'impliquer dans tout et voilà. Et de notre côté, si je fais la rétrospective avec ce qu'on a vécu en 2020-2021, je vais peut-être reparler de nouveau en mode c'était mieux avant, mais on avait des vrais narratifs. Et quand tu t'intéressais à un truc, ça durait pas une semaine, tu vois, au bull run précédent. Donc c'est là où c'est un peu frustrant aussi pour ceux qui s'intéressent un peu plus en profondeur au domaine. Bah, tu as l'impression que tous les matins, il y a un nouveau truc et au final, c'est juste du vent. Non, mais tu vois, moi j'ai reçu un message il y a 2 jours sur un groupe où j'ai failli. Enfin, j'adore la personne qui l'a envoyé, mais franchement, j'ai failli l'insulter. Mais donc, c'est quelqu'un qui bosse sur un layer 2 et tout, et qui me fait. Enfin, dans le groupe, et qui fait je vous envoie un message pour communiquer, pour vous dire à quel point c'est important d'aller vite en crypto, que les narratifs vont et viennent tous les 2 mois et que il faut choper le bon moment quand c'est le moment. Là, c'est le moment pour les AI agents donc bientôt le marché va devenir saturé en projet AI agent. Et donc, même les startups qui sont prometteuses, elles vont se faire balayer par tout cet arrivage de gens, entre guillemets, même pas sérieux, quoi. Et elle dit, on l'a vu pour les AMM, pour les lending protocoles, pour les PERP, les CDP, le liquid staking, restacking, tout ce que tu veux. Et elle dit, on n'a pas besoin de plus d'exemples. Il faut prendre le taureau par les cornes maintenant ou sinon mourir. Et elle dit, elle finit par dire, attendre pour que les choses soient parfaites, parce qu'elle parle à des gens qui doivent délivrer, attendre que les choses soient vraiment parfaites, c'est un état d'esprit qu'on ne peut pas se permettre en crypto. Soit vous y allez aujourd'hui, soit au final, vous viendrez trop tard et vous serez déjà mort dans le film. Et moi, je trouve ça très, très blasant, parce que quand tu sais la difficulté que c'est de créer non seulement déjà un produit, mais un produit en crypto avec toute la sécurité que ça demande derrière, parce que tu sécurises des fonds et que la moindre erreur fait que tu vas perdre en finale de l'argent, enfin l'argent des utilisateurs, tu sais pertinemment qu'en fait, là on parle de 2 mois, mais en 2 mois, tu fais rien à part cloner un vieil agent AI que tu vas aller brancher en fait sur un truc qui existe déjà, ou forquer ton AI16Z, etc. C'est juste blasant. Et donc oui, je te rejoins. Ça, en tant que builder, c'est un petit peu plus compliqué. J'avoue que genre juste choper la narrative au bon moment, qui au final est un discours de scammer. Hein. Au bout du compte, personne ne peut sortir quelque chose d'intéressant, de vraiment novateur, intéressant et complexe en l'espace de 2 mois. Bah, en vrai, la thématique des agents d'IA, notamment sur des comptes Twitter comme AIXPT, ça peut tenir, tu vois, ça peut bâtir des fondations sur quelque chose de plus solide. Mais ce qui me dérange vraiment dans cette thématique-là, c'est ça, tu vois, c'est que là, en gros, ça vient d'un outil qui s'appelle Kaito, qui mesure un peu la psychologie et le pourcentage d'attention que sollicite une thématique. Et là, sur l'IA, on est à 70, tu vois, on est parti complètement en parabole. Et en fait, quand on part dans des paraboles comme celle-là, c'est limite si les builders sont complètement étouffés par tout ce qui se passe en dehors, tu vois. En gros, avec tout le monde qui essaye de lancer son agent à lui et le bruit absolument monstrueux qu'il y a derrière, c'est vraiment ça qui retient, tu vois. Ah ouais, non mais ça, je suis d'accord. Après, c'est vrai que moi, je vous rejoins ceux qui sont dans le chat. Il y a de l'oseille à faire avec les AI agents. C'est la narrative du moment.
Moi, je suis rentré par hasard sur un token dont je ne vous donnerai pas le nom, mais qui m'a déjà imprimé un x3 alors que je suis rentré tard. Au bout du compte, tout le monde peut le faire. L'important, comme d'habitude, on vous le dit, c'est sortez au bon moment, prenez un peu. Moi, je vais pas rester des années là-dedans. Je prends ce qu'il y a à prendre. J'ai pas mis la maison dessus, vous imaginez bien, mais dans l'absolu, c'est marrant, c'est la tendance du moment. Et jongler à ce moment-là d'une tendance à une autre. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, je n'ai pas la réponse, mais c'est quelle est la prochaine tendance après les AI agents, à votre avis? Vous savez, vous, ce qui va nous tomber dessus? Les pingouins, les singes non, en fait, c'est impossible à prédire, en fait, parce que avec le recul, quand on fait le bilan de toutes les grosses tendances qui ont eu lieu en 2024, tu vois, t'as eu le risk-taking en début d'année. Ensuite, tu as eu les marchés prédictifs avec Polymarket et tout ça. Et maintenant, tu as les agents d'IA et c'est arrivé quelques semaines après que l'élection américaine soit terminée. Tu vois. Ouais. Donc, c'est à moins d'avoir été extrêmement bien informé en amont ou alors d'être soi-même un builder sur ce terrain-là, c'est impossible à prédire. Tu vois, quel narratif chopera toute l'attention pour quelques mois, tu vois. Et déjà qu'on a eu du mal à estimer les narratifs de 2024, c'est quasiment impossible de les prédire en 2025. Oh, moi, je reste surtout, fidèle à la vie. surtout, faut que les gens aussi se rendent compte que les AI agents et tout le pataquès qu'il y a derrière, mais c'est encore une fois du risque-rendement. C'est très risqué. Souvent, on reproche, moi je le sais parce que je me balade un peu sur les réseaux sociaux, tout ça. Souvent, on dit à CM, tu présentes pas les nouveaux tokens, tu présentes pas les petites, les low cap et tout. Mais c'est tout à fait normal. Et, avec la portée qu'il a et avec le nombre d'abonnés qu'il a, il peut pas vous montrer un token à 5 millions ou 10 millions de market cap. C'est impossible. Ça serait prendre une trop grosse responsabilité et vous prendre pour des chèvres. Donc à Surtout partir de là. si tu l'as pas acheté avant, quoi. Oui, oui, exactement. Et puis même, je veux dire, si tu veux parier sur une thématique, par exemple, au lieu d'acheter 100 000 memcoins ou 10 ou 50 memcoins, où tu es quasiment sûr qu'à 90%, sur les 100 memcoins, tu vas perdre 90, tu vas retourner à zéro, et tu en as 10 qui vont performer, ben, achète du Solana et voilà, il va prendre l'air. Parce que c'est très bien comme ça. Sur des proxys, c'est comme les AI agents. Tout le monde veut chercher des AI agents, AI agents. Tu aurais juste investi sur Virtua Protocol et basta, ça aurait suffi. C'est qu'en fait, il y a plein de manières de se dérisquer tout en s'exposant de manière limitée à une thématique. C'est comme demain, si la défi renaît, t'es pas fait un boost de ouf, tu n'es pas obligé d'aller sur des tokens de protocole défi. Tu vas sur ETH, ça suffira. ETH performera si la défi performe. Bah, c'est ce que tu vois, j'en reviens à ce qu'on disait et ce que je disais en tout début d'émission, là, en parlant justement de ce trade sur Ethena, sur le short d'Ether, etc. Je pense que ça peut également expliquer le fait qu'on soit tous en train d'attendre une potentielle alt season, une potentielle DeFi renaissance en termes de prix. Hein, cette fois-ci, j'entends, parce qu'en termes de protocole, on a quelques petites choses, mais même si c'est pas l'extase, mais voilà. Donc, c'est un peu ça me fait penser à ce qu'on parlait aussi avec les VC, tu sais, la capture de valeur en dehors du marché, tu vois. Et Ethena, ça ressemble un peu à ça au bout du compte, j'ai l'impression. Alors, on peut y être exposé, donc c'est pas vraiment en dehors du marché, mais en tout cas, ça impacte d'une certaine façon le reste du marché. Et vous n'êtes pas obligé de croire à la thèse que je vous ai présentée. Hein, c'est tout à fait critiquable et et c'est pas forcément la vérité vraie sur Terre. Je pense qu'il y a des choses qui sont vraies et d'autres qui ne le sont pas forcément. Mais en tout cas, je trouvais que c'était un point de vue intéressant et ça expliquerait peut-être effectivement pourquoi on est toujours en train de chercher cette fameuse alt season. Et par alt season, hein, j'entends prendre 20% sur son token, n'importe lequel, en daily, quoi. Mais après, elle nous est pas promise, hein, cette alt season. Là, on voit que l'alt season, en fait, elle est découpée.
On a les Bah, mêmes coins, on a le restacking, on a les AI agents, les dépings, pendant une semaine ça monte, après ça redescend. bah, Il n'y a Ouais. pas, il y a pas un pump harmonisé d'un coup. bah, T'as une dilution qui est complètement folle. Et le truc, c'est qu'au lieu d'avoir des capitaux qui rentrent et qui restent à peu près ancrés, tu as des rotations en permanence. Ce qui fait qu'à la fin, t'as jamais rien qui se tient plus d'une semaine ou une dizaine de jours. On le voit quand si tu as un screener suffisamment élargi pour aller jusqu'au top 100, 200 à peu près, bah, tu vas avoir des trucs des fois qui pump justement un peu comme je disais la dernière fois sur les extrémités, des trucs que tu vois jamais pump d'habitude et ça va pump juste avant que Bitcoin et le reste décroche, tu vois, enfin surtout Bitcoin. Mais pour l'instant, on avait eu un semblant de, je sais pas si on peut appeler ça alt season, mais on va dire un préchauffage quand on a perdu 7-8% de dominance. Mais je me pose quand même pas mal la question sur ce cycle avec un Bitcoin aussi fort et avec les institutionnels qui au final ont trouvé la recette magique du côté de Bitcoin. Est-ce qu'on aura cet argent qui viendra du côté des alts? Et comme tu dis, rien n'est moins sûr. Peut-être que les alt season de 2025 ça se fera à coup de moins 5, moins 10% de dominance. Et ça s'arrêtera là. Ça fera de temps en temps un petit escalier et puis ça repartira sur autre chose et en avant. Exactement comme ça l'a fait jusqu'ici, quoi. Bah, je sais pas trop où me placer avec l'alt season parce que tu vois, autant c'est clair que c'est c'est clair que la dominance de Bitcoin ne suggère pas forcément qu'on est en alt season, mais depuis le temps, il y en a eu des dizaines des alts qui ont eu des multiplicateurs absolument fous furieux. Donc ça vient de là aussi. Le fait que le fait qu'il y ait des cycles de plus en plus courts sur des domaines de plus en plus spécifiques, bah, c'est peut-être que la nouvelle forme d'alt-season, elle est là en fait. Elle est déjà, il y a déjà eu pas mal de thématiques différentes qui ont eu leur propre alt-season à eux et que c'est à nous de s'adapter. Et on en revient au même problème qu'avant, c'est que c'est impossible d'anticiper des tendances comme celle-là. Ouais, tout à fait d'accord. C'est pour ça qu'il vaut mieux aussi se prémunir de se dire qu'il y aura une alt season systématique avec absolument tout qui pump et des trucs comme ça. Il faut revenir à une certaine rationalité et surtout regarder ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et je reste persuadé qu'on n'aura pas d'alt season en bonne et due forme si on n'a pas un Ether qui est fort. Et ça, c'est un bon baromètre au THBTC de ce que représente l'appétit au risque dans le marché crypto au sens large du terme. On peut se dire, ouais, il y a Solana, il y a machin, il y a bidule, mais Solana, là, pour moi, il a déjà fait le gros de sa performance sur ce cycle. Je vois là aussi passer des targets $1000, $2000, machin, ça va flipper la terre entière. Pourquoi pas hein, garder la pêche, mais comme on dit. Mais au bout d'un moment, quand on a des objectifs un peu plus rationnels, si je puis dire, ben voilà, je pense que c'est un cycle qui est placé sous le signe de Bitcoin. Peut-être que même on aura une meilleure altizone sur le cycle encore d'après, hein, on ne sait pas. Mais pour le moment. Regarde, moi, je t'ai tracé un trait CM quand même pour remettre un petit peu d'envie et de joie et d'espoir. J'ai envie de dire, regarde-moi cette trait magnifique que je t'ai tracé sur la BTC Dominance avec ce magnifique retest inversé qui ne passe pas et qui redescend. Je vais te mettre une flèche de feu de Dieu. Attends, où est-ce qu'on fait ça pour faire des trucs là-dessus? J'ai oublié, putain. Là, si on n'a pas d'alt-season avec la tête de Manu. Ça dégueule. Et 48%, et 32, 42, 40. On est en septembre, on est à 30. Putain, il n'y a plus assez de place. Attends. Bon, c'est pas grave, vous aurez compris l'idée et on va le mettre en rouge hein, quand même parce que pas déconner. Bon, j'y arrive pas. Mais vous aurez compris qu'on a encore de l'espoir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une petite AT. Voilà, les cadeaux, celle-là, pour le début de la nouvelle année. Après, pour apporter un peu d'espoir sur les alts, c'est toujours possible de pouvoir trouver des projets et de se positionner suffisamment tôt dessus.
Et là, ça va surtout jouer au mental, tu vois. En gros, ça dépend de la narrative sur laquelle vous êtes. Ça dépend à quel point on étudie la narrative en profondeur. Et surtout, une fois qu'on se place dessus, il faut s'y tenir, tu vois. Faut accepter faut accepter de voir d'autres narratives exploser à côté. Mais après, le jour venu, le jour venu, c'est là où le travail paye. Ouais, bah après, là, le bull market commence. Le vrai, la banana zone, comme ils aiment à dire, commence aujourd'hui, hein, en vrai. On est lundi. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit lundi dans le vert. Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Ah, Bitcoin à 102 quand même. Hein. Je ne l'ai pas vu, mais Bah oui, je l'ai c'est pas pour ça. regardé Tu vois, aujourd'hui, mais ça moi, va, j'ai il monte 102 bien. 300, tu vois, même carrément. Bon, l'Ether qui a passé les 3700, mais qui est bloqué depuis 10 minutes à 3700. C'est bizarre. Appelez-moi Arthur Hayes, là, ça va pas du tout. Yes, ben écoutez, ça fait une petite heure et demie qu'on est ensemble, comme d'hab, pour pas faire trop long après pour YouTube. Pour ce soir, on a traité des sujets dont on voulait parler. On va voir ce que ça donnera. Dans tous les cas, on est sur un premier trimestre où normalement la saisonnalité est censée être bonne. Donc, on va rester sur le côté justement rationnel de ce que nous offrent les cycles. Je pense que c'est le mieux encore à faire. Et ensuite, on aura ce mois qui nous conduit à l'investiture de Donald Trump. Et ensuite, on verra comment ça se passe, tout simplement. C'est assez simple, puisque là aussi, après, comme d'habitude, nous, on essaie de donner des pistes en fait, de réflexion. Et je peux comprendre, il y a pas mal de gens qui disent dans le chat qu'on est trop pessimiste ou des trucs comme ça. Après, si vous voulez avoir du contenu optimiste, vous cliquez sur YouTube ou sur Twitch et vous aurez 99% d'autres créateurs de contenu qui vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Et je ne suis pas sûr à la fin que ça sauve vos performances ou votre portefeuille. C'est pour ça notamment en ce moment qu'on a attaqué des tutos et qu'on va vous livrer l'oracle pour que vous puissiez prendre toutes vos décisions en étant éduqué en votre âme et conscience. Mais voilà, au bout de quelques années sur les marchés, que ça soit en crypto ou ailleurs, et je pense, Samy, toi qui étais dans les marchés traditionnels avant, tu ne me diras pas le contraire. A priori, jamais rien ne nous est dû. Et il faut savoir profiter des instants justement porteurs, comme on les connaît et comme on les a connus en 2024 avec un SP500 qui a fait 28%. C'est pas toutes les années que ça va se présenter. Et Pas de du même tout. que le marché crypto ne nous fera pas systématiquement une alt season de 50 000% avec tous les tokens qui pumpent et tout ce qui va bien. Petit à petit, on a des changements profonds qui sont en cours. Et plus le temps passe, plus on a pu, en tout cas jusqu'ici, observer qu'on avait des rendements qui étaient diminués, notamment sur les grosses capitalisations. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous d'avoir été là. Bonne Merci soirée. Stangarl, Samy et Manu d'avoir partagé le micro. Et on se retrouve mercredi pour la quotidienne. Vous aurez la version 2, la V2, c'est même pas une V2, c'est la partie 2 de A à V en version un peu plus poussée d'ici ce week-end, si tout va bien. Marc m'a dit qu'il était intéressé pour participer, mais à voir si on arrive à nous caler pour vous enregistrer tout ça. Et dans tous les cas, pour la suite, on va vous livrer un bon paquet de choses autour de l'oracle qui devrait vous prendre quelques heures, voire dizaines d'heures, voire centaines d'heures au total. Donc, je pense qu'on est plutôt pas mal lancé sur ça et normalement, d'ici la fin du mois de janvier, on devrait être OK pour vous envoyer la sauce. Ah ouais, c'est la grosse délivrance là. Ouais. Moi, les 2 semaines qui viennent, grosse délivrance. Vous allez voir. On va envoyer du lourd tous. Voilà, en vous souhaitant une bonne journée si vous êtes en début de journée là où vous vous trouvez sur la planète, ou une bonne soirée ou de bonnes vacances, ou voilà, une joyeuse retraite pour nos jeunes retraités. Et on se retrouve donc mercredi sur YouTube. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Ciao.